Monsieur, votre hélicoptère va exploser, cria la petite mendiante à l'homme en costume. Il ne s'arrêta même pas. Mais lorsqu'elle révéla un détail qu'aucun être humain n'aurait pu deviner, il sut. Il sut que sa vie ne tenait plus qu'à cet enfant. Antoine Morel vivait à 500 mètres au-dessus du sol. Pas seulement en altitude, mais en conscience. Son bureau dominait la ville comme un trône perché dans les nuages. Le dernier étage de la tour Morel est associé à une lame de verre et d'acier qui transperçait le ciel et n'était pas seulement son siège de travail, c'était un sanctuaire dédié au culte du pouvoir, de l'efficacité et du contrôle absolu. À 45 ans, Antoine ne dirigeait pas une entreprise, mais un empire. La finance, la tech, l'intelligence artificielle, il maîtrisait tout comme un joueur d'échecs invisible. Il traitait les émotions comme des bugs dans un programme, des perturbations indésirables qu'il fallait éradiquer. Les humains? Il les répartissait en deux colonnes mentales, actifs ou passifs. Rentables ou remplaçables. Cet après-midi-là, il s'apprêtait à désactiver un passif. Ricardo, vos résultats du dernier trimestre sont inacceptables, déclara-t-il sans même lever les yeux de sa tablette où dansaient des courbes, des chiffres, des projections. Mais Antoine, s'il vous plaît, ma famille. Vos affaires personnelles n'ont aucune cellule dans mes tableaux Excel, le coupa-t-il froidement en levant enfin les yeux, deux éclats d'acier glacial. Ricardo, cadre loyal depuis 20 ans, resta figé. Antoine n'avait pas besoin d'ajouter autre chose. Sa manière expéditive et chirurgicale de trancher des destins faisait trembler même les plus haut placés. C'est cette froideur, disait-on dans les cercles privés, qui l'avait mené au sommet. Mais ce sommet était solitaire. Sa femme l'avait quitté. Sa fille vivait en Europe, coupée de lui, ne répondant à ses messages que par de froids accusés de réception. Et lui, s'en accommodait. La solitude était le prix de la suprématie. Et il était prêt à le payer sans remords. Son téléphone vibra. C'était Béatrice, son assistante, elle aussi taillée dans le marbre des algorithmes. Monsieur, l'hélicoptère est prêt. Le pilote informe que la pièce de rechange pour le rotor de queue a été installée. Il recommande un vol d'essai avant votre départ pour l'assemblée de demain. Négatif, Béatrice, répondit Antoine sans hésiter. Faites installer la pièce et préparez le décollage pour 17 heures comme prévu. Je ne retarde pas une réunion de 100 millions pour un risque de 0,012%. Le protocole de sécurité est une formalité exagérée. Bien, monsieur, répondit-elle sans discuter. Pendant ce temps, bien plus bas, à hauteur de trottoir, une petite fille de 5 ans nommée Lia tentait de résoudre ses propres équations de survie. Combien de chances qu'elle mange ce soir? Combien de probabilités que la police les chasse encore des marches de l'hôtel de luxe? Quelle espérance pour que sa mère ne soit pas en fièvre ce soir, allongée sur le matelas taché de leur chambre miteuse en banlieue? C'est alors qu'elle leva les yeux et vit l'homme pressé en costume noir. Elle le reconnut. Ce visage sur les panneaux, les écrans, les publicités. Antoine Morel. Elle n'aurait jamais osé l'approcher, si une image n'était pas apparue dans son esprit. Une image terrifiante, brûlante, inexplicable, le feu. L'explosion. Et ce détail, une vis. Desserrée. À gauche. Elle courut vers lui, déchirant la barrière de sécurité. « Monsieur !» cria-t-elle, haletante. « Ne montez pas dans l'hélicoptère. La vis du moteur gauche est desserrée. La fumée sortira de là en premier. » Il ne s'arrêta pas. Pas d'un pas. Jusqu'à ce que son cerveau, entraîné à analyser, bloqua net. La vis du moteur gauche. Pas le moteur. Pas une intuition vague. Non. Un détail mécanique, précis, technique, invérifiable pour une fillette des rues. Comment savait-elle cela? Antoine s'arrêta brusquement. Sa mâchoire se crispa. Le monde autour de lui, d'ordinaire si prévisible, venait de basculer dans l'impossible. La probabilité qu'une enfant sorte cette phrase exacte, sans lien, sans compétence, était si ridiculement faible qu'elle en devenait significative. « Arrêtez tout !» hurla-t-il. Les gardes, surpris, se figèrent. Lia pleurait, agrippée au bas de sa robe en laine râpée. Antoine se tourna vers Béatrice, qui l'observait, les sourcils froncés. « Que disait-elle » demanda-t-il. « Elle a parlé d'une vis dans le moteur gauche, monsieur » répondit l'un des gardes, gêné. Antoine scruta l'hélicoptère. Puis la fillette.
Puis à nouveau l'appareil. Son cerveau, cette machine rationnelle implacable, moulinait à vide. Retarder le vol, c'était rater une opportunité majeure. Mais ignorer l'avertissement, si absurde fût-il, pouvait signifier la mort. Il se tourna lentement vers le cockpit. « Coupez les moteurs !» ordonna-t-il. Inspection immédiate de la turbine gauche. Le pilote le fixa, stupéfait. « C'est insensé, monsieur. Nous allons manquer. » « Ce n'est pas une demande. C'est un ordre, » coupa Antoine, glacé. Béatrice ouvrit la bouche, indignée, mais se tut. Antoine s'agenouilla devant Lia. Un geste qu'il n'avait plus fait depuis que sa fille était enfant. « Comment savais-tu » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Comment ? Je sais pas, murmura-t-elle en se recroquevillant. J'ai vu, dans ma tête. Du feu, qui sortait d'ici. Elle montra du doigt la turbine gauche. Pendant ce temps, le pilote et un ingénieur ouvrirent fébrilement le compartiment moteur. Tous observaient, suspendus au silence. Le vent sifflait, insolent. La lumière déclinait. Et les secondes semblaient peser comme des tonnes. Quelques minutes plus tard, l'ingénieur recula lentement. Son visage était livide. Il tenait entre ses doigts tremblants une vis. C'est une vis de maintien de la chambre de combustion, dit-il d'une voix blanche. En titane. Elle était quasiment totalement dévissée. Il se tourna vers Antoine, les yeux agrandis par l'effroi. Encore 10 minutes, peut-être 15, et la turbine se désintégrait. Ça aurait été une explosion immédiate. Incontrôlable. Je ne comprends pas comment elle a pu passer l'inspection. Le silence qui suivit fut absolu. Béatrice plaqua une main contre sa bouche. Les gardes détournaient les yeux, mal à l'aise. Antoine, lui, ne bougeait plus. Il regardait la vis. Puis l'hélicoptère. Puis la petite fille aux pieds nus. Et dans ce simple triangle de vérité nue, toute sa vie se fissura. L'algorithme avait échoué. Les données, les modèles, les certitudes, tout s'écroulait. Il n'y avait plus que le miracle. Une enfant inconnue, sans maison, sans pouvoir, venait de lui sauver la vie par une vision. Ou un instinct. Ou quelque chose que son esprit n'arrivait pas à nommer. Mais que son cœur savait, lui, reconnaître. Il se tourna vers Lia. Elle tremblait. Épuisée. Ses joues étaient sales, son regard fiévreux. Et pourtant, dans ses yeux brillait une lumière que l'homme le plus puissant de la ville n'avait jamais possédée. Antoine ne voyait plus une mendiante. Il voyait une enfant. Une enfant qui, par un mystère que l'argent ne peut acheter, venait de lui donner ce que personne n'osait plus lui offrir, la vérité. La grâce. La vie. Et dans ce silence suspendu entre ciel et terre, Antoine Morel comprit que ce jour-là, il n'avait pas seulement été sauvé de la mort. Il avait été sauvé de lui-même. Dans l'empire de verre et d'acier qu'il avait lui-même érigé, Antoine Morel, l'homme le plus influent de toute la ville, se sentit soudainement minuscule, ignorant, et profondément redevable. Il ne connaissait rien de cet enfant, ni son nom, ni son histoire, ni l'origine de son savoir improbable. Pourtant, une vérité s'imposa à lui, aussi certaine et saisissante que la terreur qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt, face à la mort. À partir de maintenant, leurs existences seraient irrémédiablement liées. Dans l'habitacle de l'hélicoptère désormais silencieux, un son infime résonna comme une détonation, celui d'une vis en titane tombant dans la paume de l'ingénieur d'entretien. C'était le son le plus puissant qu'Antoine Morel ait jamais entendu. Ce cliquetis métallique devint le point final d'une vie dominée par les chiffres et les certitudes, et le prologue d'une réalité que son esprit cartésien n'était pas encore prêt à accepter. Il posa les yeux sur cette petite pièce de métal, puis sur le moteur béant de l'hélicoptère, et enfin sur la frêle silhouette recroquevillée d'une fillette en haillons, celle qui venait de leur sauver la vie à tous. Autour de lui, les agents de sécurité qui l'accompagnaient d'ordinaire avec assurance le regardaient maintenant avec une peur révérencieuse. Béatrice, son assistante, demeurait figée. Le teint blême, la bouche entr'ouverte, elle tenait toujours sa tablette affichant les données de la réunion de 100 millions d'euros, comme un objet oublié. Monsieur. Balbutia et moi, nous aurions pu. Balbutia-t-elle. Mais Antoine l'interrompit. Je sais, murmura-t-il, d'une voix étranglée. La fureur qui l'habitait une heure auparavant s'était dissipée, remplacée par une stupeur glaciale.
Il avait l'impression d'être un homme précipité du sommet de sa propre tour et miraculeusement encore vivant. Ignorant les regards, les protocoles et les convenances, Antoine s'approcha de l'enfant. Lia pleurait doucement, secouée de sanglots timides, effrayée par l'agitation qu'elle avait causée. Il s'agenouilla à sa hauteur. Cette fois, non pas en conquérant voulant interroger, mais comme un homme ébranlé devant un mystère qu'il ne comprenait pas. « Ne pleure pas », dit-il avec maladresse. Les mots semblaient pesants dans sa bouche, lui qui n'avait jamais su consoler. « Tu nous as sauvés. Tout va bien maintenant. » Il se redressa, les idées claires pour la première fois depuis longtemps. Contre tous ses réflexes, il prit une décision radicale. « Afonso, dit-il à son chef de la sécurité, emmène cette petite dans mon appartement. Donne-lui à manger, à boire, ce qu'elle veut. Et ne la quitte pas des yeux, pas une seule seconde. » Puis il se tourna vers Béatrice, toujours hébétée. « Annule la réunion à Angra. En fait, annule tout mon agenda pour la semaine. Je ne veux ni appel, ni visite. À partir de maintenant, la seule priorité, c'est de découvrir qui est cet enfant et d'où elle vient. » Le retour par l'ascenseur privé fut encore plus silencieux que la montée. Lia, protégée par l'imposant Afonso, observait tout autour d'elle avec des yeux écarquillés. La peur s'estompait, remplacée peu à peu par une curiosité vive et enfantine. Pour elle, ce cube de verre qui montait et descendait était plus fascinant que l'hélicoptère sur le toit. L'ordre d'Antoine fut suivi à la lettre. La cuisinière personnelle, alertée par Béatrice, improvisa un festin, sandwich, gâteau au chocolat, jus pressé, fruits. Mais la petite ne toucha presque à rien. Assise dans un fauteuil design qui valait plus qu'une voiture, elle ressemblait à un petit fantôme perdu dans un palais de verre. « Tu n'as pas faim ?» demanda Antoine, s'asseyant à distance respectable. Lia secoua la tête. « Je veux mon frère. Et ma maman. Elle est malade. » Cette phrase, simple, ramena brutalement les pieds d'Antoine sur terre. Cette petite fille n'était ni prophète, ni ange, ni créature mystique. C'était une enfant perdue, dont la famille était quelque part en bas, dans les entrailles de la ville qu'il surplombait depuis toujours. Une famille qui avait besoin d'elle. Et lui, Antoine Morel, lui devait la vie. Une dette immense, incommensurable. « Nous allons les retrouver », promit-il avec une détermination inattendue dans sa propre voix. « Comment s'appelle ton frère ? » ? Léo. Il a 12 ans. Il est courageux. Et ta maman ? Où est-elle ? À la maison. Il fait chaud là-bas. Mais elle tousse beaucoup. L'inquiétude dans ses yeux était poignante. Antoine se leva brusquement. Afonso, appela-t-il. Elle dit que son frère s'appelle Léo et que sa mère est malade. La dernière fois qu'elle les a vus, c'était près de notre immeuble. Utilise tous les moyens nécessaires, discrètement. Et ramène-les. La sécurité personnelle d'Antoine, formée à espionner les conseils d'administration, fut brusquement chargée d'une mission plus humaine, retrouver une mère malade et un garçon perdu dans les marges de la ville. Pendant ce temps, Antoine, dans la posture la plus inconfortable de son existence, tenta de distraire l'enfant. Il lui montra l'écran géant, ses tableaux d'art contemporain, sa cave à vins automatisée. Lia restait polie, mais indifférente. Rien ne semblait vraiment l'intéresser, sauf une petite sculpture tordue en métal. « On dirait l'hélicoptère », murmura-t-elle en effleurant l'objet. « Tu en as déjà vu un, Lia ?» demanda Antoine, curieux. « Un hélicoptère ? » « Non. Juste, dans ma tête. » La réponse le laissa sans voix. Il voulait comprendre. Mais il n'y avait rien à saisir. Juste le mystère. L'intuition pure. L'inexplicable. 3 heures s'écoulèrent. 3 longues heures pendant lesquelles Antoine fit les 100 pas, rongé par une tension nouvelle. Il ne pensait ni au marché ni aux bénéfices, mais à la promesse silencieuse faite à une enfant de 5 ans. Enfin, Afonso revint. « Monsieur, on les a retrouvés. Ils sont dans un abri de fortune derrière un vieux théâtre, à une dizaine de rues d'ici. Le garçon s'appelle bien Léo. Il est désespéré. Il cherche sa sœur. La mère est très malade. Les conditions sont déplorables. J'y vais, dit Antoine sans hésitation. Monsieur, peut-être vaut-il mieux les faire venir ici ? Non. J'y vais. Prépare la voiture. Le voyage fut une descente brutale depuis les hauteurs de la ville jusqu'à son ventre douloureux.
la berline luxueuse d'Antoine roula sur des routes cabossées, où les égouts débordaient, où la fumée et la sueur remplaçaient le verre poli et les parfums discrets. Le contraste était violent. Insupportable. Quand ils arrivèrent devant le théâtre en ruine, Antoine sentit ses certitudes vaciller. L'élite du ciel entrait dans l'enfer des oubliés. La grille rouillée fut ouverte. Devant lui s'étendait un camp de fortune fait de bâches et de bois, où des familles tentaient de survivre. Dans un coin, un garçon maigre, en larmes, parlait à un policier communautaire. Léo, appela Antoine. Le garçon se retourna, méfiant. « Vous êtes qui ? » ? « Ta sœur Lia est avec moi. Elle est en sécurité. Je suis venu vous chercher. » Le soulagement fut instantané, mais teinté de suspicion. « Quoi ? Elle est avec vous ? Où ça ? » ? « Chez moi. »« C'est compliqué. Mais je dois voir ta mère. » Guidé par Léo, Antoine entra dans ce que l'on appelait ici une maison. Rien ne l'aurait préparé à cela. Sur un matelas sale, une femme d'une trentaine d'années à peine, respirait avec difficulté. Son visage était pâle, fiévreux, sa peau moite, sa voix un souffle. « Maman, ce monsieur dit que Lia est avec lui, » murmura Léo. Claire ouvrit les yeux, des yeux bruns identiques à ceux de ses enfants, mais brûlés par la fièvre. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle dans un souffle. Antoine s'agenouilla à côté du matelas, insensible à la crasse, au froid, à l'odeur. « Je m'appelle Antoine Morel. Votre fille m'a sauvé la vie aujourd'hui. Elle m'a sauvé. Et maintenant, je veux faire tout ce que je peux pour vous rendre cela. Je veux vous emmener chez moi. J'ai des médecins. J'ai les moyens. Je peux vous aider à guérir. » Claire et Léo restèrent figés, abasourdis. Cet homme, ce millionnaire, se tenait là, dans leur abri précaire, comme une apparition surgie d'un rêve trop beau pour être réel. Son offre semblait irréelle, presque délirante. Peut-être était-ce la fièvre. Peut-être un mirage. « Pourquoi feriez-vous cela ? » demanda Claire, d'une voix prudente, méfiante comme savent l'être ceux que la vie a trop souvent déçus. Elle avait appris à n'attendre que le pire. Elle ne croyait plus au miracle. L'homme s'agenouilla à leur hauteur. Il n'avait rien du PDG impitoyable que décrivaient les journaux. Dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni condescendance, seulement une sorte de douleur nue, et une vérité qui le brûlait de l'intérieur. « Parce que, j'ai une dette envers votre fille. Une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. Mais je dois au moins essayer. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Sa voix tremblait, non pas de doute, mais d'émotion. Une sincérité brute, rare, indiscutable. Claire, affaiblie, sentant qu'elle n'avait plus de force pour résister, ni pour protéger autrement ses enfants, hocha lentement la tête. L'opération de transfert fut rapide. En moins d'une heure, Claire, Léo et Lia étaient installés dans une aile réservée aux invités dans le Penthouse d'Antoine Morel. Le docteur Alves, médecin personnel du PDG, les y attendait déjà. Le diagnostic tomba comme un coup de massue, pneumonie bactérienne grave, aggravée par une malnutrition sévère. Claire fut immédiatement placée sous perfusion d'antibiotiques. Tandis que son corps endormi luttait pour se reconstruire, Léo et Lia découvraient un monde qu'ils n'avaient jamais connu. Léo errait dans les couloirs, fasciné par la hauteur vertigineuse des fenêtres, les tableaux lumineux, la douceur des tapis. Lia, silencieuse, restait près du lit de sa mère, les doigts serrés autour d'une peluche trouvée sur le canapé. Antoine, quant à lui, les observait, discret, bouleversé. Une famille brisée, réunie par la seule force de l'amour et de la survie. Et lui, étrangement, s'y sentait désormais lié. Il avait sauvé le corps de Lia. Mais il se demandait si, au fond, il pouvait leur offrir plus qu'un traitement, une nouvelle vie. Dans les jours qui suivirent, son luxueux Penthouse se transforma. Le silence feutré fut remplacé par les rires timides des enfants, par les pas légers, par des voix qui résonnaient doucement contre les murs autrefois muets. Claire reprenait des forces. Antoine, malgré lui, découvrit un rôle qu'il n'avait jamais imaginé occuper. Il lisait des histoires à Léo. Il tentait d'expliquer des problèmes de mathématiques appris à la dure. Il restait des heures à parler avec Claire, quand elle se sentait mieux. Elle lui raconta sa vie. Veuve depuis 2 ans, son mari mort sur un chantier. Des petits boulots en série. Aucune économie. Puis la maladie, implacable. Elle avait sombré. Et voilà qu'il arrivait, lui, comme un improbable ange de fortune.
Mais une question hantait Antoine. Pourquoi cette vis sur l'hélicoptère s'était-elle desserrée? Un détail. Mais un détail trop gros. Ce genre de défaillance ne se produisait pas sans raison. Son esprit, entraîné à traquer les failles dans les contrats, les bilans, les hommes, se mit en alerte. Il appela Silas, un enquêteur privé à qui il avait déjà confié les dossiers les plus sensibles. Je veux que tu creuses. Jusqu'à la racine. L'ingénieur, le fournisseur, la maintenance, rien ne doit échapper à ton regard. Je veux savoir pourquoi cette vis s'est desserrée. Rien ne doit rester dans l'ombre. Pendant ce temps, à l'extérieur, le monde des affaires n'attendait pas. Son absence, l'annulation d'une réunion stratégique, fit jaser. Une chronique dans un magazine économique lança les premières flèches. Antoine Morel, l'industriel de l'ombre, aperçu dans des quartiers défavorisés après un incident d'hélicoptère. Crise existentielle ou réveil mystique? Le message était clair. On voulait le faire passer pour instable. Antoine sentit la menace. Il connaissait ce style. Cette attaque ne venait pas de n'importe qui. Un rival. Mais lequel? Silas ne tarda pas à livrer son rapport préliminaire. La pièce défectueuse venait d'Aérotech, une filiale d'une société au passé trouble. Et l'ingénieur en charge de la maintenance? Disparu 2 jours après l'incident. Vérifie les actionnaires de la maison mère d'Aérotech, ordonna Antoine. Quelques heures plus tard, la réponse tomba. Et ce fut comme un coup de poignard. Marc de Latreblum. Un nom qu'Antoine connaissait bien. Un homme qu'il avait ruiné quelques mois plus tôt en le battant sur une acquisition hostile. Marc avait juré vengeance. Il avait tenu parole. Ce n'était pas un accident. C'était un sabotage. Ce soir-là, alors qu'il tentait encore de digérer cette révélation, Antoine reçut un message. Aucun mot. Juste une photo. Lia et Léo, photographiés au téléobjectif sur l'aire de jeu du toit. Un lieu censé être sécurisé, inaccessible aux regards extérieurs. Sous la photo, une phrase. Actif et passif. Parfois ce que vous croyez être un actif devient votre plus grand passif. Faites attention. Antoine blêmit. Il comprit immédiatement. Marc ne savait pas seulement qu'il avait survécu. Il savait pour les enfants. Il savait qu'Antoine s'attachait à eux. Et il les utilisait à présent comme levier. Comme menace. La bulle protectrice éclata. Le danger était là, tangible. Il visait ce qu'Antoine avait de plus précieux. Cette famille, ce lien fragile, ces enfants qui avaient réveillé en lui une part qu'il croyait morte. La réaction d'Antoine fut immédiate. Féroce. Totale. Le PDG calculateur fit place à une bête de guerre. À un protecteur prêt à tout. Lockdown total, ordonna-t-il dans son communicateur sécurisé. Personne n'entre. Personne ne sort sans mon accord personnel. Doubler les effectifs. Surveillance 24h24. Les enfants ne quittent pas cet appartement. Quoi qu'il arrive, le toit reste verrouillé. Nous sommes en guerre. Le Penthouse devint une forteresse. L'atmosphère changea du jour au lendemain. Les rires s'éteignirent. La joie devint tension. Des hommes en noir patrouillaient discrètement les couloirs. Les rideaux restaient tirés. Le ciel n'était plus qu'un souvenir au-delà du verre. Léo sentit la différence. Pourquoi on peut plus aller au parc, demanda-t-il, le nez collé à la vitre, regardant l'aire de jeu désormais vide. Antoine posa une main sur son épaule. Il cherchait les mots, ceux qui rassurent sans mentir. Mais il n'y avait pas de mots. Seulement cette certitude brûlante, il ferait tout pour les protéger. Coûte que coûte. Ce n'était que pour quelques jours, avait-il dit. Une formule rassurante, presque anodine. Champion, je dois régler un souci au travail. Un mensonge lancé à la hâte, comme un bouclier dérisoire. Mais dès que les mots quittèrent ses lèvres, Antoine sentit un frisson de honte lui traverser l'échine. Il se méprisait pour ce mensonge. Car dans les regards des enfants, il voyait bien plus que de l'incompréhension. Il y lisait la peur. Et cette peur le brisait. Il les avait tirés de l'ombre, des ruelles de misère et de l'oubli, pour les exposer à un danger plus pernicieux, plus sournois. Pas le froid, pas la faim. Mais un ennemi invisible, méthodique, impitoyable, Marc Delattre.
Ce qui rendait cet homme infiniment plus létal, c'était sa capacité à manipuler les apparences, à frapper sans bruit et à salir les réputations avec la précision d'un chirurgien. Claire, elle, reprenait doucement des forces. Sa pneumonie n'était plus qu'un souvenir douloureux. Mais elle n'était pas dupe, elle voyait le changement en Antoine. Il ne dormait presque plus. Passait ses nuits enfermé dans son bureau, les traits tirés, enchaînant les visioconférences à voix basse avec des partenaires anonymes. Son visage était éclairé par la lueur bleutée des écrans, mais ses yeux restaient éteints. Le jour, il redoublait d'attention pour les enfants, mais quelque chose s'était fissuré. Une distance s'était installée. Comme s'il redoutait que sa simple présence les expose davantage. Comme s'il portait sur lui une contagion faite de menaces silencieuses et de spectres en cravate. Pendant ce temps, l'offensive médiatique de Marc s'intensifiait. Il ne l'attaquait pas de front. Non. Il instillait subtilement le doute. Des articles parlaient d'un Antoine Morel devenu instable depuis son accident d'hélicoptère. Des sources anonymes laissaient entendre que sa philanthropie subite était suspecte, qu'il était peut-être sous l'influence d'une famille manipulatrice, venue profiter de son affaiblissement. Le récit était habile. Antoine n'était plus une victime, mais un homme fragilisé, une figure de pouvoir devenue imprévisible, donc dangereuse pour ses propres entreprises. Et cela fonctionnait. Le conseil d'administration de Morel Financière demandait des explications. Des partenaires, autrefois fidèles, appelaient, préoccupés. Son empire, bâti sur la rigueur, la froide rationalité, l'autorité sans faille, commençait à chanceler. Et tout cela parce qu'Antoine avait osé, pour la première fois de sa vie, écouter son cœur. Le point de rupture arriva une nuit de pluie battante, une semaine après le début du confinement. Antoine était seul dans son bureau. Dehors, la ville luisait à travers les vitres ruisselantes, telle une maquette de verre plongée dans l'oubli. Il n'avait jamais ressenti une telle solitude. Une ironie cruelle. Lui, l'homme aux milliards, ne pouvait acheter ni la paix, ni la sécurité pour ceux qu'il avait appris à aimer. Sa fortune n'était pas un rempart. C'était une cible. Sa présence n'était plus un refuge, mais une menace. Et dans sa tête, la logique de cette vieille compagne reprenait ses droits, implacable. L'équation était simple, la variable de danger, c'était lui. L'objectif de Marc n'était pas simplement de le détruire lui, mais de s'en prendre à ceux qu'il aimait. Pour les protéger, il n'y avait qu'une solution, disparaître de leur vie. Alors, il prit une décision. La plus douloureuse de toutes. Il allait leur créer une nouvelle vie. De nouvelles identités. Une maison sûre, en Suisse. Un fonds fiduciaire pour qu'il ne manque jamais de rien. Il serait protégé. Et lui, redeviendrait ce qu'il avait toujours été, seul. C'était logique. Une stratégie parfaite, de grand maître. Sacrifier la reine pour sauver la partie. Mais cette fois, le sacrifice l'écorchait jusqu'à l'âme. Lorsque Claire entra dans le bureau ce soir-là, elle le trouva debout, tourné vers la baie vitrée, les épaules affaissées. La pluie coulait en filets sur la vitre, comme un écho silencieux de ses pensées. « Antoine, ça va » demanda-t-elle doucement. Elle allait mieux. Guérie. Debout. Forte. Et c'était lui maintenant qui semblait prêt à tomber. Il ne se retourna pas. « Non, Claire, ça ne va pas » répondit-il d'une voix plate, déshumanisée. « J'ai pris une décision. Vous devez partir. » Un souffle glacial parcourut l'échine de Claire. Partir ? Partir où ? Pourquoi ? Que s'était-il passé ? Il se retourna. Son visage était impassible, figé comme un masque. Mais ses yeux hurlaient. « J'ai cru que je pourrais vous protéger, dit-il. Que mon argent, mon nom suffirait. J'ai eu tort. L'homme qui a saboté mon hélicoptère, il sait qui vous êtes. Il ne reculera devant rien. Je ne peux pas vous exposer davantage. » Alors il lui parla de Marc, du danger, du plan. Il avait tout préparé. Des papiers, une maison, de l'argent. Le départ était prévu dans 48 heures. Claire l'écouta sans l'interrompre. Le regard droit. Le menton haut. Et lorsqu'il eut fini, elle ne cria pas. Ne pleura pas. Elle croisa simplement les bras. Non, dit-elle. Un mot. Net. Brutal. Inattendu. Non. Répéta-t-il,
déstabilisée. Claire, tu ne comprends pas, c'est une question de vie ou de mort. Je comprends parfaitement, répondit-elle. Mais vous, Antoine, vous ne comprenez pas encore. Vous ne pouvez plus prendre de décision à notre place. Nous ne sommes pas vos employés. Ni vos protégés. Nous sommes votre famille. Elle marqua une pause. Ses yeux brillaient de cette lueur que seuls les survivants portent. Et une famille, ça ne se disperse pas devant la peur. Ça reste uni. Ça se bat ensemble. Se battre? Contre un homme qui engage des tueurs à gages? Claire, ce n'est pas une partie d'échecs. C'est la vraie vie. Et dans ce jeu-là, il gagne toujours. Elle s'approcha. Posément. Sans crainte. Pas avec nos armes. Pas avec notre foi. Vous nous avez donné une chance. Vous nous avez tendu la main. Maintenant, laissez-nous vous montrer qu'on peut aussi vous relever. Elle posa doucement la main sur son bras. Fuir, c'est ce qu'il veut. Que vous retourniez dans cette cage dorée. Que vous redeveniez cet homme froid, seul. Nous ne lui offrirons pas cette victoire. Ces mots frappèrent Antoine comme un choc électrique. Il faisait écho aux paroles simples de Léo. Et soudain, tout devint clair. Ce n'était pas une guerre d'argent ou de pouvoir. C'était une guerre pour son âme. Que proposes-tu, alors? Souffla-t-il. Que vous arrêtiez de nous protéger de loin, dit-elle. Et que vous commenciez à vous battre avec nous. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous avez Silas, l'enquêteur. Il a déjà déterré des éléments. Demandez-lui d'aller plus loin. Ces hommes laissent toujours des traces. Des faiblesses. Servez-vous de votre pouvoir non pour vous cacher, mais pour frapper. Et dans le regard de Claire, il vit plus qu'un amour. Il vit une vérité. Une alliance. Une force que même Marc Delattre ne pourrait jamais briser. Tu as raison, dit-il enfin. Fuir, c'est terminé. Il a lancé la guerre. Il l'amènera selon nos règles. Le lendemain matin, sa voix était différente au téléphone. Silas? Oublie la discrétion. Je veux que tu démontes la vie de Marc Delattre pièce par pièce. Chaque compte offshore, chaque associé louche, chaque ennemi qui l'a trahi. Et surtout, retrouve cet ingénieur. Je veux qu'il parle. La chasse était lancée. Et cette fois, Antoine Morel n'était plus seul. Silas et son équipe, désormais dotés de ressources quasi illimitées, se plongèrent avec méthode dans le passé trouble de Marc Delattre. Ce qu'ils découvrirent dépassa de loin les soupçons d'Antoine Morel. Derrière les sourires d'apparat et les communiqués aseptisés se cachait un criminel à col blanc, un stratège de l'ombre dont l'ascension n'avait été rendue possible que par une chaîne méthodique de trahison, de chantage et de sabotage. Marc n'était pas simplement un concurrent tenace ou un ancien ami trahi. Il était un architecte de la manipulation, un prédateur qui, à chaque étape de sa montée en puissance, avait laissé derrière lui les ruines de ceux qui l'avaient utilisé. Antoine en avait l'intuition, mais il lui manquait la pièce maîtresse, celle qui ferait tomber le masque. Après plusieurs semaines d'investigations acharnées, l'équipe de Silas mit enfin la main sur l'homme clé. Un ancien ingénieur d'entretien, disparu depuis l'accident d'hélicoptère. Il vivait sous une fausse identité, tapi dans un hameau isolé de pêcheurs, quelque part sur la côte. Il ne se nourrissait que de peur, de méfiance et de silence. Il fallut des jours de négociations, la promesse d'une protection totale, et une généreuse compensation pour obtenir enfin ses aveux. Mais lorsqu'il se mit à parler, sa voix tremblante livra bien plus qu'une simple confession. C'était une arme. Une vérité si tranchante qu'elle pouvait renverser un empire. Dans une vidéo enregistrée avec soin, il déclara avoir été personnellement payé par Marc pour saboter l'hélicoptère d'Antoine. Mais le plus choquant ne fut pas l'aveu du sabotage en lui-même, ce fut le mobile. Ce n'était pas une simple vengeance, monsieur Morel? Il ne voulait pas seulement votre mort, souffla l'homme, les yeux fuyants. Marc avait parié des sommes colossales contre les actions de morale financière sur les marchés dérivés. Une stratégie de vente à découvert d'une ampleur rarement vue. Il savait qu'en cas de décès soudain du président de l'entreprise, la panique s'emparerait des marchés. Les cours s'effondreraient, et lui, Marc Delattre, raflerait des milliards. Le prix de la vie d'Antoine, en somme, avait été coté. Et Marc avait misé dessus. Mais ce n'était pas tout. L'ingénieur, craignant que Marc ne se retourne un jour contre lui,
avait conservé des preuves, des emails cryptés, des virements offshore, et surtout, le nom d'un autre complice que Marc avait utilisé dans une opération similaire contre un rival. Il livra tout à Antoine. Antoine tenait enfin l'ensemble du puzzle entre ses mains, le mobile, le mode opératoire, les preuves, et un témoin clé capable de faire le lien entre plusieurs affaires. Il avait de quoi non seulement traîner Marc en justice, mais surtout, le ruiner dans son domaine sacré, les marchés financiers. Le plan fut conçu dans le bureau feutré du Pantoux, en présence d'Antoine, de ses avocats, et de Claire. Elle ne maîtrisait rien aux mécanismes boursiers, mais elle comprenait les êtres humains. Il croit que son arme, c'est l'argent, dit-elle doucement en parcourant les éléments de l'enquête. Mais toi, ta vraie force, c'est la vérité. Et la vérité, révélée au bon moment, peut tout balayer, même un empire. Il ne fallait pas passer par la justice tout de suite. Marc saurait gagner du temps, engager les meilleurs avocats et noyer l'affaire sous une avalanche de procédures. Non. Ce qu'il fallait, c'était une frappe chirurgicale. Une blitzkrieg médiatique et financière, aussi rapide qu'irréversible. Silas et son équipe prirent contact discrètement avec certains membres influents du conseil d'administration de l'entreprise de Marc. Ils leur montrèrent les preuves, les aveux filmés, les transactions douteuses, les correspondances secrètes. En parallèle, une journaliste d'investigation redoutée, plume phare du plus grand quotidien économique du pays, reçut un dossier exclusif. Le fruit empoisonné. Le scandale éclaterait dans les colonnes du journal au petit matin, précipitant l'effondrement de l'image publique de Marc. Le soir, la famille se retrouva dans le salon. Claire lisait une histoire à Lia, blottie contre elle. Antoine et Léo jouaient aux échecs. L'ambiance était douce, presque irréelle. Échecs et maths. Lança Léo avec un sourire espiègle en bougeant une pièce. Antoine cligna des yeux, surpris. Il venait de perdre. Tu as appris vite, champion. C'est Lia qui m'a dit l'astuce, répondit le garçon. Tu étais tellement concentré à attaquer avec ta dame que tu avais oublié ton roi. Antoine tourna le regard vers la fillette qui lui fit un clin d'œil complice. Il éclata de rire, un vrai rire, libre. Il comprit, à cet instant, ce que Claire voulait dire depuis le début, la véritable force ne réside pas dans une seule pièce puissante, mais dans la façon dont toute la famille protège ensemble son roi. Plus tard, sur le balcon, Antoine contemplait les lumières vacillantes de la ville. Claire s'approcha, posa une main sur son épaule. Tu es prêt? Oui. Pour la première fois, je ne me bats pas pour une entreprise, je me bats pour nous. Il prit son téléphone sécurisé et appela son chef d'équipe. Lancement de l'opération. Je veux qu'au lever du soleil, Marc Delattre n'ait plus d'empire. Qu'il ne lui reste rien. L'aube se leva sur une ville encore endormie, mais le monde de Marc Delattre, lui, entrait en flammes. Le premier coup frappa les colonnes du journal économique. Une cinglante titrait « Le vautour de la finance, comment Marc Delattre a tenté de s'enrichir sur la mort de son rival ». L'article était une gifle publique, appuyée de documents authentifiés, de sources confidentielles et de la confession filmée. Les détails du pari financier, de la manipulation des marchés, du sabotage organisé, tout y figurait. L'opinion publique s'enflamma. À 9 heures, alors que Marc, livide, arrivait à son bureau après des dizaines d'appels manqués, une deuxième vague le heurta de plein fouet. Tous les membres de son conseil d'administration reçurent un email crypté, contenant le dossier complet, preuves de corruption, transactions illégales, collusion passée. Au même moment, dans les locaux d'Antoine, une véritable salle de guerre avait été déployée. Les écrans affichaient les fluctuations boursières, les chaînes d'information en continu, les canaux d'analyse de crise. Vior, un ancien stratège militaire reconverti dans la gestion de crise, orchestrait chaque mouvement. Delattre Industries perd déjà 30% en bourse, annonça-t-il. Les investisseurs se retirent en masse. Une réunion d'urgence du conseil est prévue à 11 heures. Ordre du jour, la conduite du PDG. Claire pressa la main d'Antoine. Elle ne saisissait pas toutes les subtilités du marché, mais elle comprenait une chose essentielle, ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice, pure et implacable. À 10h30, le téléphone d'Antoine sonna. Numéro masqué. Il activa le haut-parleur. Antoine, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que tu as fait? Hurla Marc, sa voix mêlant rage et terreur. J'ai simplement braqué la lumière sur la vérité, Marc, répondit Antoine d'un ton calme. Antoine. Sa voix résonna,
glaciale, tranchante comme l'acier. Il semble que les cafards n'aiment pas la lumière. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je vais te détruire. Mais Antoine ne haussa pas le ton. Il répondit avec un calme désarmant, presque cruel. Tu ne feras rien, Marc. Rien du tout. Tes associés sont déjà en train de te tourner le dos. Tes avocats, eux, négocient probablement en ce moment même un accord pour se désolidariser de toi. Et si j'étais toi, je regarderais par la fenêtre. Un clignement d'yeux plus tard, les sirènes de police commencèrent à hurler au pied du siège de Dollar Industries, couvrant les murmures affolés des employés. L'implacable machine judiciaire s'était mise en branle. L'article de presse soigneusement orchestré, les preuves transmises anonymement par l'équipe d'Antoine, tout cela avait suffi à déclencher une intervention immédiate. La lumière avait enfin percé l'ombre. C'est terminé, Marc, souffla Antoine, la voix presque lasse. Tu as parié contre ma vie. Tu as perdu. Maintenant, profite du reste de la tienne, s'il t'en reste quelque chose. Il raccrocha sans attendre de réponse. Dans la pièce, le silence retomba d'un seul coup, rompu uniquement par un soupir de soulagement. Claire laissa tomber sa tête en arrière, les yeux brillants de fatigue et de gratitude. Léo, qui avait tout suivi sans un mot, avec cette gravité précoce que les enfants des rues apprennent trop tôt, serra sa mère dans ses bras. La guerre était finie. Le monstre avait été vaincu. Non pas par les armes ou la vengeance, mais par la vérité. Une vérité affûtée comme un scalpel, manipulée avec précision jusqu'à exposer le cœur pourri de la machine Dollar. Marc Dollar tomba comme il avait grimpé, brutalement. Placé en détention provisoire, il fut rapidement accablé sous un flot de chefs d'accusation fraude, homicide, sabotage industriel, blanchiment. L'un des plus grands scandales corporatifs de la décennie éclata au grand jour. En quelques semaines, Marc perdit tout, son empire, sa fortune, sa liberté, et jusqu'à son nom, devenu synonyme de trahison. Une fois la menace écartée, le manoir d'Antoine, autrefois bunker de verre et de silence, retrouva une chaleur humaine. Les rideaux furent tirés, les gardes congédiés, et les rires d'enfants remplacèrent les bruits d'alerte. Le foyer respirait à nouveau. La procédure d'adoption de Mathie et Salomé par Hélène fut finalisée sans accroc. L'histoire racontée au juge des affaires familiales était si émouvante, si extraordinaire, que celui-ci renonça à bien des formalités. Il comprit que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas dans les papiers, mais dans cette femme qui les avait aimés avant même qu'ils ne portent officiellement son nom. Ils devinrent officiellement Mathie et Salomé Morel. Un nouveau rythme s'installa. Apaisé. Vivant. Antoine, le titan des affaires, apprit à devenir père. Un vrai. Pas celui qui signe des chèques, mais celui qui aide à faire les devoirs, qui s'épuise sur un mode d'emploi incompréhensible pour assembler un château Playmobil, ou qui s'endort sur le canapé avec 3 enfants blottis contre lui devant un film qu'il ne comprend pas mais qu'il regarde pour leur rire. Il vendit sa participation majoritaire dans Morel Financial, ne gardant que le titre honorifique de président du conseil. Désormais, son énergie se tournait vers un autre type d'investissement, l'avenir de ceux qu'il aimait. Claire, quant à elle, était devenue l'âme du foyer. Elle insufflait la tendresse dans les gestes simples, l'équilibre dans les décisions, la lumière dans les coins d'ombre. Elle cuisinait, conseillait, consolait, aimait avec cette sagesse douce des femmes qui ont traversé le pire et choisi la vie. C'est elle qui incita Antoine à renouer avec sa fille en Europe. Les premiers appels vidéo furent maladroits, hésitants, mais sincères. Des balbutiements de pardon. Des graines de guérison. Pour Léo et Lia, Claire était un roc. La mère qu'ils n'avaient jamais eue, ou qu'ils avaient cru perdue. Elle offrait un port sûr à ses enfants déracinés. Léo, à 15 ans, était un adolescent impressionnant. Doté d'un instinct de survie hérité de la rue et désormais nourri par une éducation d'élite, il développait une vision du monde à la fois lucide et profondément humaine. Il était le grand frère protecteur, mais aussi le confident d'Antoine. Lorsqu'il était question de cœur ou d'émotion, c'est vers lui que se tournait l'ancien PDG, humble face à ce fils de cœur qui comprenait la vie mieux que lui. Et puis il y avait Lia. Petite Lia, l'étincelle, la prophétesse malgré elle. La prémonition qui lui avait sauvé la vie ne s'était jamais reproduite. C'était un miracle, unique, peut-être destiné à ne frapper qu'une fois, et dont le souvenir s'estompait avec le temps. Elle était désormais une enfant joyeuse, passionnée de dessin, inséparable de son chien, avide des histoires que lui racontait Claire le soir. La cicatrice sur son front,
autrefois stigmate du mystère, n'était plus qu'un trait sur son visage. Un témoin muet d'un chemin extraordinaire. 3 années passèrent. Un après-midi, alors que le soleil baignait la bibliothèque de la maison, Antoine rassembla sa famille. « J'ai travaillé sur un projet, dit-il, le regard intense mais doux. Un projet qui, je l'espère, deviendra notre héritage. Le vrai. Celui qui comptera vraiment. » Il déroula les plans sur la grande table de bois. Des schémas, des cartes, des idées griffonnées à la main. « Lia, tu m'as sauvé. Ce jour-là, sur l'héliport, j'allais mourir. Et tu m'as offert un vol vers la vie. Alors maintenant, je veux qu'on offre un autre genre de vol à d'autres. » C'était le début de la fondation Vol de l'Espoir. La fondation aurait 2 piliers. Le premier, créer un fonds de soutien pour les lanceurs d'alerte. Ceux qui, comme l'ingénieur d'entretien qui avait dénoncé Marc, osaient parler malgré les risques. Ils seraient protégés, défendus, accompagnés. Le second pilier, encore plus ambitieux, bâtir des centres d'excellence éducative dans les quartiers délaissés. Pas de simples écoles, mais des lieux de révélation. Là où chaque enfant, même hors norme, même incompris, trouverait sa voie. Le monde est rempli d'enfants comme toi, Lia, murmura Antoine. Des enfants que les manuels ne savent pas comprendre. Je veux créer un endroit où l'inexplicable est accueilli avec respect. Où chaque différence est un trésor. Des années plus tard, la scène finale se déroula sous un ciel d'azur. Le campus Espoir 01 fut inauguré dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Un îlot de lumière au cœur du béton. Le bâtiment était splendide. Un croisement entre une école, un laboratoire, une galerie d'art et une ferme urbaine. Des enfants couraient entre les potagers suspendus et les studios de musique. Tout respirait la dignité et l'audace. Sur la scène, Antoine, Claire, Léo et Lia. La famille. Unie. Forte. Transformée. Face à eux, des centaines d'enfants. Certains avec des cicatrices invisibles, d'autres avec des rêves qu'ils n'avaient jamais osé formuler. Antoine prit la parole. Ce lieu est né d'une chute et d'un miracle. Il est né parce qu'un jour, une petite fille m'a dit « N'y allez pas » et que je l'ai cru. Le silence se fit. Puis, les applaudissements éclatèrent, portés par l'espoir. Non pas un espoir naïf, mais un espoir construit, organisé, transmis. Un espoir qui avait désormais un nom, une histoire, une adresse. Et une famille pour le porter.